Comment tu vas, Émilie? Ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Bah écoute, je suis très content de t'avoir en podcast aujourd'hui. Tu as un profil Ouais, moi qui est aussi. atypique, différent que peut-être la grande majeure partie des gens qui consomment du contenu sur les réseaux par rapport à l'achat-revente. Je te laisse te Ouais. présenter, dire quel âge tu as, quelle est ton activité à l'heure actuelle, comment tu fonctionnes et comment tu en es arrivé là. Ok, très bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans, j'habite à Paris et moi je suis arrivée dans le resell via l'entreprise Reus, donc ça s'écrit R-E-U-2-S-E-S, c'est Sœurs en Verlan. Donc on est une communauté essentiellement féminine, comme son Ok. nom l'indique, donc nous en fait on se met en relation avec des personnes qui ont des vêtements à vendre via cette application. Ce n'est pas du stock que l'on achète, c'est du stock que les personnes nous confient. Et nous, on a 3 mois qui sont renouvelables pour les vendre donc sur Vinted et sur les autres plateformes, Vestiaire Collective, Whatnot. Enfin voilà, après chacun vend où elle veut. Je parlerai beaucoup au féminin, même s'il y a des hommes aussi chez nous. Et ensuite, on partage les bénéfices entre ce que nous on appelle la cliente, nous, la vendeuse, et un petit peu pour la plateforme. Ok, donc finalement vous êtes un intermédiaire, au lieu que du coup la personne qui fait de l'achat-revente prenne elle-même les photos, finalement du coup vous allez pouvoir lui simplifier la Exactement. tâche et du coup en contrepartie vous allez prendre un pourcentage, c'est ça? Exactement, tout à fait. On fournit un service à ces personnes-là. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer, toi, depuis combien de temps tu vis de cette activité? Tu m'avais expliqué également que tu gérais pas mal de femmes justement à faire cette Ouais, activité. tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer un petit peu? Exactement. Alors moi, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. C'était en novembre 2024, quand mon deuxième enfant était tout petit. Et j'avais envie de rester un peu à la maison et sans non plus arrêter de travailler complètement. Avant, j'avais une entreprise qui était dans la mode plutôt éthique. Donc on faisait seconde main et neuf, mais plutôt sur le côté éthique. Voilà, quand il est né, j'ai arrêté l'entreprise. Donc, je voulais continuer à travailler, mais j'avais pas envie de le donner à garder dès ces 3 mois. Un Bien sûr. dilemme de beaucoup de mamans. Du coup, je suis tombée, enfin, j'ai commencé à faire un peu d'achat-revente de mon côté. Mais bon, rapidement, en faisant notamment les friperies. J'ai une super friperie à côté de chez moi. Et je suis tombée sur Russ et je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça va être parfait pour me lancer à ce moment-là. Donc j'ai pu profiter à la fois de mon bébé et me lancer tranquillement dans l'activité. Et depuis le mois de septembre, donc ça va faire 6 mois, là il est gardé et c'est mon activité à temps plein. Et vraiment, je me dégage un vrai salaire grâce à ça depuis le mois de septembre. Donc en effet, ça, il y a la partie sur mes ventes à moi, avec donc mes clientes, ce que je vends moi donc sur Vinted, Vestiaire Collective et compagnie. Et il y a toute la partie accompagnement. On est structuré en équipe. Et du coup, moi, je gère une trentaine d'autres femmes. Moi, j'ai que des femmes dans mon équipe. Euh, je les aide à structurer cette activité à leur tour et à pouvoir en faire soit un complément de revenu pour celles qui le souhaitent, soit un vrai revenu pour celles qui le souhaitent aussi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton rôle du coup par rapport à ces femmes-là? Concrètement, ce que tu leur apportes, comment tu gères? Est-ce que c'est des personnes du coup qui sont peut-être en transition pour faire un revenu principal? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors, concernant le profil, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui, clairement, sont sur du complément de revenu et qui n'ont pas l'intention d'en faire autre chose. Il y en a qui sont en reconversion professionnelle. Il y en a qui font de l'achat-revente par ailleurs et en fait, qui arrivent à se faire un bon salaire avec les deux, en faisant l'achat-revente et l'activité avec Russ. Moi, ce que je leur apporte, c'est, bon, déjà, c'est tu vois, utiliser un mauvais anglicisme, mais c'est pas grave, j'ai pas le mot en français. Je vais les onboarder, donc c'est-à-dire je vais les aider à démarrer leur activité. Et une fois que c'est fait, mon rôle, c'est de les accompagner et, comme dans toute activité, de garder la motivation, de les faire progresser, à la fois par de la formation concrète sur les marques qui fonctionnent, les prix de revente, les plateformes, et aussi de la formation sur tout ce qui va être mindset, comment aller chercher plus loin, comment aller chercher ses revenus, dans quel état d'esprit se mettre. Voilà, toute la formation sur le développement personnel qui est importante aussi quand on est à son compte et quand on est entrepreneur, parce qu'on reste des entrepreneurs avant tout. Et sans ça, tu vas pas bien loin. Bien sûr. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, en tout cas quand j'ai entendu parler de cette appli Russ et du fonctionnement un petit peu, c'est pourquoi finalement choisir de travailler comme ça plutôt que faire directement finalement de l'achat-revente, donc d'acheter les produits et finalement faire davantage de marge, de bénéfices, plutôt que finalement du coup prendre des photos pour quelqu'un d'autre.
Alors, pour moi, la première raison, ayant eu une entreprise, physique avec des stocks et compagnie, la première raison, c'est je n'ai 0 stock qui m'appartient. Donc en fait, si j'ai un truc qui se vend pas, si j'ai un truc qui moi me plaît, mais je sais pas trop si ça va marcher, quoi que ce soit, je prends, je m'en fiche si je ne vends pas, je le restitue à sa propriétaire à la fin. J'ai pas de stock dormant, j'ai pas besoin de brader certaines choses. Donc en fait, certes, sur ce que tu vends, ta marge, elle est moins importante, mais au global, sauf à ce que vraiment tu sois méga pointu en termes de sélection. Et on sait, même quelqu'un qui est hyper pointu, bah, des fois il se trompe, des fois il y a la saisonnalité, des fois tu avais prévu qu'au printemps il fasse beau, et en fait il pleut tout le printemps, et du coup tes petites robes à fleurs, tu ne les vends pas. Donc ça permet en fait sur le global, la marge elle n'est pas moins importante que sur le resell parce qu'on n'a pas ces problématiques de stock qui vont nous rester sur les bras. Ça c'est hyper important et pour moi c'était un des critères principaux. Un des critères principaux. Pardon. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime travailler en équipe. C'est Ok. hyper important pour moi. Donc, moi, au-dessus de moi, j'ai une coach. Moi, je coach d'autres personnes. Et ça me permet d'être jamais seule. En fait, il ne se passe pas une journée sans que je sois toute seule. Ça permet à la fois d'être indépendante et en même temps d'entreprendre en équipe, de faire des choses à plusieurs. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Je voulais pas reproduire l'expérience en fait de un peu de chef d'entreprise qui va être seul. Parce que même si tu as des salariés, même si tu as des freelances avec lesquels tu travailles, bah, en fait, tu es un peu seul face à toi-même. Là, on est vraiment une communauté à faire toute la même chose. Et sur le long terme, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Ok, très bien. La question également que j'avais, c'est est-ce que les personnes du coup qui travaillent via Russ, donc l'application Russ, est-ce que du coup c'est des personnes qui sont plus dans une optique où à terme ils veulent faire de l'achat-revente, mais vu qu'ils n'ont pas forcément peut-être énormément de capital, ils se disent ok, pourquoi pas au début en tout cas être prestataire de service et finalement du coup pouvoir prendre la main, faire de belles photos et à terme en faire transitionner vers l'achat-revente, ou du coup c'est purement des personnes qui commencent avec Russ et qui ont pour ambition de continuer avec Russ et pas forcément de faire d'achat-revente elles-mêmes. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a des filles, donc comme je te disais, qui ont un travail à côté et qui font ça, je vais pas dire juste pour s'amuser parce qu'on est là quand même pour l'argent, mais voilà, qui sont un petit complément de revenus et ça les fait marrer de faire des ventes vintage avec des belles pièces et voilà. Il y a des filles qui viennent de l'achat-revente et mais qui aiment bien le concept de Russ, donc qui vont plutôt faire la transition inverse. Il y a des filles, en effet, pour lesquelles c'est hyper facile de se lancer. En fait, on a vraiment 0 investissement de stock au départ. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas d'argent à mettre, ne serait-ce que 100 ou 500 euros à mettre dans du stock de départ, tu peux te lancer et avoir accès à de belles pièces dès le début. Il y a vraiment tous les profils. Ok. Et il y a vraiment tout, en fait. C'est l'avantage, c'est que ça te permet, quel que soit ton niveau de maturité, et tes projets, tes objectifs, ça te permet de te lancer Ok. sur ce marché-là assez simplement. Ouais, finalement, du coup, le seul facteur qui va être important, le seul critère, ça va être le facteur temps, à savoir du coup, est-ce que la personne elle a du temps pour prendre les photos, parce que niveau financier, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent au préalable ou autre, donc purement du coup l'aspect temps. Exactement. Ouais, tout à fait. Il faut du temps. Il faut aimer vendre sur. Je prends toujours Vinted parce qu'en général, ça rentre par là. Les gens, ils viennent par Vinted. Il faut aimer faire ça parce que on le sait, c'est chronophage, cette activité. Donc, il faut aimer le faire, il faut avoir du temps. Et après n'importe qui peut se lancer. Ok. Et donc, du coup, c'est le compte Vinted de la personne à qui vous prenez les produits, donc à qui vous prenez les produits pour prendre des photos, ou c'est votre compte Vinted? Non, c'est nos comptes à nous. Ok. C'est notre compte Vinted, notre compte Investir Collectif. C'est vraiment sur nos comptes à nous. On est structuré exactement comme des resellers, en fait, sauf que nous, on n'est pas propriétaire du stock. Ok, du coup, si je comprends bien, la personne, du coup, le revendeur, du coup, de base, enfin, la personne qui fait de l'achat-revente, elle achète le produit, soit en fournisseur, soit via Vinted, peu importe. En tout cas, elle a le stock avec elle. Elle envoie Exactement. le stock directement à la personne qui est chez Russ, donc qui utilise l'application. Et donc, du Oui, coup, la personne, après, prend les photos et va les publier sur son compte Vinted, Vestiaire Collective ou autre. tout à fait, exactement. On a le stock avec nous. Même si on n'est pas propriétaire du stock, il est physiquement avec nous. Et que tu ailles chercher 40 vêtements chez une cliente, on appelle ça des clientes, nous, ou que tu reçoives un colis de 40 pièces de ton fournisseur, c'est exactement la même chose. Après, le travail est exactement le même. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe au niveau du paiement? C'est purement sur la relation de confiance ou autre? Parce que, par exemple, du coup, les revendeurs, ils envoient du stock. Par contre, effectivement, il faut que je
pense qu'il y a une bonne relation de confiance pour que du coup on Tout voit à que les fait. ventes ils sont réalisées. Est-ce que la personne elle a accès également à votre compte Vinted? Alors, pas toujours. Certaines nous le demandent, mais en général, elles n'ont pas accès. Là, c'est vraiment Rust qui va agir en tiers de confiance. Tout se passe via l'application. Il y a un contrat qui est signé entre Rust et la cliente et la vendeuse. Ok, Et ensuite, nous, toutes les ventes sont tracées et tous les débuts de mois, on est prélevé de toute la part pour la cliente et pour la plateforme, qui est ensuite redispatchée automatiquement. ok. Et donc du coup vous êtes Vous, prélevé automatiquement. Par exemple, les commandes Vinted sont, il y a peut-être un lien qui est directement fait avec l'application Rust. Alors, c'est nous qui les rentrons manuellement. Ok, Je pense que ça fait partie des projets de développement parce que moi, je peux aussi vendre des pièces, soit des pièces d'achat-revente que je ferai moi à côté, soit des pièces, les vêtements de mes enfants, par bien sûr. exemple. Je peux les vendre aussi sur mon compte Vinted. Enfin, j'en ai un séparé, mais tu pourrais vendre les deux sur le même compte. Et du coup, toutes les ventes ne remontent pas forcément dans l'application parce que tu as le droit de continuer à vendre tes pièces perso. Bien sûr. Donc ça, c'est manuel pour l'instant. On rentre nous-mêmes les ventes qu'on a faites dans l'application et selon ces déclarations, en fait, l'application va prélever tous les mois sur un compte dédié, en fait, l'argent qui doit être dispatché à la plateforme et à la cliente. Ok. Et donc du coup finalement vous êtes en contact avec enfin vous l'appelez du coup la cliente, vous l'appelez du Ouais. coup, enfin vous êtes en contact sur WhatsApp, sur l'application directement Rust, comment ça se passe? Exactement, on a une messagerie dans l'application, mais souvent c'est plutôt par SMS ou par WhatsApp. On est en contact direct avec elle. Tout le travail, enfin, je pense que tu le sais très bien, dans l'achat-revente, le plus gros du travail, c'est la sélection. Bien sûr. Nous, c'est pareil en fait. Ça va être, alors, certes, on va avoir un peu moins de marge de manœuvre, mais en fait, on va sélectionner nos clientes, j'ai envie de dire. Et tout notre travail, le gros du travail de la vendeuse, ça va vraiment être de trouver ces bonnes clientes qui vont pouvoir nous fournir les bonnes pièces et d'entretenir cette relation. C'est ça qui est important. Ok. Parce que du coup vous vous Qui êtes fait la payé. différence entre une bonne vendeuse et une moins bonne vendeuse qui va peut-être avoir les mêmes capacités à faire des belles photos et à poster des annonces sur Vinted, mais tu le sais très bien, si tu n'as pas le bon stock, si tu n'as pas les bonnes pièces, tu as beau faire des très belles photos, ça se vendra moins bien. Ok. Parce que du coup est-ce que tu peux expliquer comment vous vous êtes payé? Est-ce que vous êtes payé par rapport aux ventes qui sont réalisées, par rapport aux photos? Comment ça se passe au niveau du paiement? On est payé à la vente réalisée. On a une commission par vente et on peut avoir des prestations de service aussi au moment de récupérer les pièces si la cliente ne souhaite pas faire le tri elle-même de ses pièces et pré-remplir l'inventaire qu'on a dans l'application. Ok. Mais ça, Donc c'est d'où une petite partie de notre rémunération. Sinon, on est vraiment payé au pourcentage sur la vente. d'où effectivement le but pour vous de choisir des personnes qui bah, donc, ont du bon stock, parce que finalement, si tu travailles avec Exactement. quelqu'un qui a du stock un peu pourri, bah, finalement, du coup, il n'y a pas Ouais, d'argent c'est qui pas rentre. rentable pour nous et on le prend pas en fait. Déjà, on a une barrière, alors qui est plutôt psychologique, c'est qu'on ne prend aucune pièce qui ne valent pas au moins 20 euros sur le marché de la seconde main. Ok, Mais même là-dessus, toutes ont fini par se spécialiser et par aller. Alors, il y en a qui vont être très friands de tout ce qui est luxe. Donc là, on est vraiment sur les LVMH, Kering et compagnie. Il y en a, ça va plutôt être les marques tendances, le Cézanne, Balzac, compagnie. Il y en a, c'est plutôt le streetwear, les sneakers, Carhartt, TNF, toutes ces marques-là. Enfin, voilà. Après, il y en a qui sont très vintage aussi, qui arrivent à faire des super ventes. Moi, par exemple, je suis pas, c'est pas ma niche préférée. Il y en a qui font des super trucs en vintage. Enfin, il y a pas mal de choses à faire ensuite avec les marques et les niches qui sont les mêmes que ceux des resellers en fait. bien sûr. Et est-ce que tu peux expliquer aussi en termes de pourcentage, du coup, bah, forcément, vous prenez un pourcentage à la vente, Russ également prend un pourcentage. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de pourcentage du coup, qui est pris? Nous, en tant que vendeuse, on a 40% sur les pièces que l'on vend 100 euros ou moins. On a 30% sur toutes les pièces qu'on vend entre 101 euros et 500 euros. Et on touche 20% sur toutes les pièces qu'on vend plus de 501 euros Ok, et c'est sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice? sur le chiffre d'affaires. Ok, Touche ça, enfin, oui, sur la vente, en fait. ok. Globalement, juste pour qu'on soit clair, par exemple, demain, moi j'achète un produit à 50 euros, je te Oui, l'envoie, le produit, admettons, il est vendu 100 euros. oui. Du coup, tu prends 50%, c'est ça? Moi, alors moi, je toucherai 40% sur la vente. Ok, Quelque chose que je vais vendre 100 euros.
je vais toucher 40%. Donc, Ok, je vais toucher 40 euros pour moi. ok. Donc par exemple, Ensuite, si il la y a la personne. part de la plateforme et la part qui va rester ensuite au propriétaire des vêtements. Ok, donc admettons, moi j'achète un produit 50 euros, je le vends, il est vendu à 100 euros sur ton compte Vinted. Toi, tu récupères 40 euros pour toi et également du Ouais. coup pour Russ. Et donc, du coup, moi je récupère 60 euros. Non, il y a la part de la plateforme en plus. Il Ok, y a 20% pour la plateforme. ok. Donc, c'est-à-dire qu'en Donc, gros, moi, il me reste 40%. exactement. Ok, Tout à fait. donc, Il reste 40 au propriétaire des vêtements, il reste 40%. Attends, je vais essayer de pas te dire de bêtises. Il reste 40% en dessous de 100 euros. Il reste 50% entre 101 et 300. Il reste 60% entre 301 et 500. Et il lui reste 70% au-dessus de 501 euros. ok, donc plus le prix va augmenter, plus du coup, toi, la part que tu vas prendre va être moins importante parce que du coup, le Exactement. montant est plus important aussi. Oui, tout à Ok. fait. Et la part de Russ, elle reste toujours à 20%, peu importe le montant de la vente. Non, après, c'est 10%. Ça baisse à 10%. Ok, donc globalement, on est d'accord que c'est quand même des frais qui sont relativement importants. C'est des frais qui sont relativement importants, qui sont à peu près alignés à ceux d'un dépôt-vente classique. Ok, Ça change pas grand-chose pour les déposants par rapport à un dépôt-vente, notamment sur les pièces de luxe au-dessus de 500 euros. On est vraiment aligné, c'est toujours 70% sur les dépôts-ventes. Sur du moins de 100 euros, on peut être parfois un peu plus cher parce que les dépôts-ventes, ils te prennent 50 à 60% aussi. Donc c'est à peu près ok. sur ces marges-là. Après, tu payes le service. En fait, il y a quelqu'un qui vient chez toi, qui Bien sûr. récupère tes vêtements, qui s'occupe de tout et t'as rien à faire. Ouais, et puis finalement, j'imagine qu'il y a des gens qui achètent des ballots ou autres, ils envoient directement, même pas chez eux, ils envoient peut-être directement chez la personne qui travaille chez Russ, et finalement, du coup, quand ils reçoivent, quand la personne reçoit la commande, bah après, elle met directement en vente, et la personne finalement, elle fait de l'argent sans voir les produits, quoi. Oui. Alors, je sais pas s'il y a des clients qui sont revendeurs par ailleurs. Je pense, enfin, nous, c'est vraiment surtout des particuliers. Ok, y a pas. Ah, ok. Ok, donc Ouais. si les personnes qui passent par vous, c'est pas des revendeurs Vinted, c'est des gens Non. qui ont du stock. Par exemple, je vais dire une connerie, il y a pour 2000 euros de vêtements de leurs enfants ou quoi que ce soit, et ben donc du coup, c'est eux qui vous vont contacter. Ouais, tout à fait. Ok, C'est plutôt des particuliers. C'est surtout des particuliers. Après, pourquoi pas travailler avec des revendeurs. Mais vu les marges, il faudrait que ce soit des revendeurs luxe qui ont des pièces qui valent cher bah, c'est ce pour que que ce soit j'allais dire. En intéressant réalité, pour le eux. principe, il est vraiment bien, mais en tant que revendeur, les marges, enfin là, le pourcentage qui est pris par Russ et par la personne qui fait les photos, il est énorme. Ou alors, il faudrait, genre, par exemple, sur toutes tous tes coefficients multiplicateurs, tu fasses au minimum peut-être du x4, x5 pour être vraiment tranquille et pour qu'il te reste une bonne marge à la fin, quoi. Oui, tout à fait. Ah bah c'est sûr, si tu fais pas du x4 pour un revendeur, je suis pas sûre que ce soit intéressant. C'est pour ça que moi, je partais Sauf, sur sauf un si tu x2. fais du luxe. Si as des sacs de luxe, par exemple, des choses comme ça, là, tu récupères 70%. Donc, Ouais, par exemple, tu c'est achètes un moins. sac de luxe à 200 euros, tu comptes le revendre 700 euros, tu fais quand même une bonne marge et tu prends très peu de temps à Tout faire à des fait. photos, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Non, en effet, sur du moins de 100 euros, c'est pas intéressant. Et t'as déjà travaillé, toi, avec des revendeurs? J'ai jamais travaillé avec des revendeurs. Non, Ok. non, Et non, jamais. là, par exemple, pour donner un ordre d'idée, est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, est-ce que 50% de mon activité, c'est Russ? Est-ce que c'est 50% c'est achat-revente? Dire un petit peu comment tu te situes à l'heure actuelle. Moi, aujourd'hui, mon activité, c'est à peu près 80% Russ. Ok. Et en volume, en tout cas, et je fais 15-20%, c'est de l'achat-revente, mais moi, je suis spécialisée sur des pièces particulières de luxe que je vais acheter, restaurer un petit peu et revendre ensuite. Ok. Et est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de combien tu arrives à générer du coup avec Russ? J'imagine que ça dépend également en fonction des mois, mais grosso modo. Ouais. J'arrive à générer à peu près 2500 euros avec Russ par mois. Ok. Et à savoir du coup qu'il y a après l'achat-revente en plus qui arrive, quoi. Et il y a un peu d'achat-revente en plus, mais voilà, pour l'instant, j'arrive pas à y passer assez de temps pour trouver assez de bonnes pièces en fait. Ok. Parce Je que je fais pas de l'achat-revente, j'achète pas des ballots, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ce que j'aime, c'est les belles pièces un peu rares. Et ça, enfin, tu sais très bien, il faut du temps pour trouver les bonnes pépites, que ce soit en friperie ou sur Vinted. Et voilà. Et donc, ça reste une petite partie de mon activité. Ok, parce que du coup, par exemple, pour une personne qui utilise Rust, selon toi, du coup, il faut y consacrer au minimum combien peut-être de temps par jour pour vraiment commencer à avoir un bon revenu complémentaire ou même un revenu principal?
Alors, pour avoir un bon revenu complémentaire, il faut y passer 10 heures par semaine. Ok, Pour moi, c'est le minimum. Même si tu peux. On a une activité qui est un peu je sais pas, cyclique parce que le temps que ça va te prendre, c'est beaucoup de temps au moment où tu vas aller chercher une commande, où tu vas te ok, déplacer chez la personne, tu fais le tri avec elle, ensuite tu fais l'inventaire et tu as tout le travail de mise en ligne, photo, mise en ligne des produits. Donc là, c'est à peu près, on compte 8 heures 8 heures sur une commande, donc sur une semaine à peu près. Ensuite, le reste, c'est un peu du tout venant. Je vais faire les colis, répondre aux acheteurs. Enfin, voilà, c'est ce type de choses qui ne te prend pas non plus énormément de temps, que tu peux faire dans les transports en rentrant de chez toi pour répondre aux acheteurs, publier les annonces. Et les colis, bah, tu fais ça le matin, le soir. ok. Enfin, voilà, comme plein de fonds en activité à côté. Pour moi, ouais, c'est ça. À partir de, si tu arrives à y consacrer 10 heures par semaine, tu peux te faire un bon complément de salaire. Je parle de 400, 500 euros par mois facile. Ensuite, si tu veux un travail à plein temps, avec un salaire à plein temps, il n'y a pas de secret. Il faut il faut y passer du temps. Moi, c'est mon activité principale. Non, je ne travaille pas le mercredi, je travaille 4 jours par semaine, mais aussi un peu le soir, le week-end, forcément. Comme tout entrepreneur, ça déborde un petit peu sur le temps de loisir, mais oui, il n'y a pas de secret. De toute façon, si tu veux, dans cette activité, réussir à te faire un vrai salaire, il faut y passer le temps d'un vrai salaire. Il n'y a pas de solution miracle. C'est comme soit l'achat-revente ou Russ, pas de miracle. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut taffer. Après, ça, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, d'optimiser, de déléguer certaines tâches, de créer des plus grosses équipes. Tout est possible, mais tu n'y arriveras pas en y passant 5 ou 10 heures par semaine. Bien sûr. Et tu le disais, en plus, au-delà même des photos, du coup, il y a toute la partie répondre aux messages parce que du coup, c'est ton compte Vinted. Donc finalement, il y a également un travail qui se fait bah, de manière constante. Du coup, pour... Comme toute personne qui vend sur Vinted, en fait, bien sûr. quand un acheteur te fait une offre ou te pose une question, il ne faut pas que tu attendes 3 jours pour lui répondre. Ouais, en fait, finalement, en fait, la personne à côté, elle s'occupe de rien, à part vous donner les produits. Une fois que du coup, Ouais. le produit enfin, est dans vos mains, après, tout est géré. Pareil Non. par rapport à la gestion, peut-être, ça doit être un peu chiant aussi de devoir, par exemple, quand vous recevez beaucoup de stock, tu trouves que c'est un inconvénient ou pas? Par exemple, si la personne, elle donne beaucoup de stock, ah, pour les personnes qui n'ont pas forcément du coup de quoi stocker. Alors, il faut un peu de place pour stocker. Quand tu commences à développer l'activité, il te faut un espace de stockage, clairement. Si tu n'as pas un garage ou une cave chez toi, moi, j'ai un espace de stockage à côté de chez moi. Alors, j'ai vachement de chance. J'ai eu une pièce en plus à 2 minutes de chez moi, donc trop bien. Mais il te faut un espace, il faut un endroit, en effet, pour stocker parce qu'en plus, nous, on essaye de vendre les pièces à bon prix. On n'essaye pas de les. Enfin, voilà, c'est aussi le deal avec nos clientes souvent, c'est d'essayer de les vendre à bon prix, mieux que ce qu'elles, elles feraient. Donc, c'est pas des choses qu'on va forcément brader et vendre des réceptions. Donc, il faut un peu d'espace de stockage. Donc, en effet, quand tu habites à Paris, il faut trouver une solution, un plan B, sinon ça t'envahit chez toi. Ok. C'est vrai que pour revenir un petit peu de manière plus globale, Rust, c'est quand même assez nouveau. Est-ce que tu sais depuis quand ça existe? Parce que en vrai, sur le marché de l'achat-revente et globalement, je trouve sur les réseaux, il y a encore très peu de gens qui en parlent. Oui, ça existe depuis, je dirais, fin 2021 ou 2022, Ok, quand même. quelque chose comme ça. Et ça a vraiment explosé en 2025. On a vraiment grandi en 2025. Et là, on a des gros objectifs de grossir aussi en 2026. Ok, quand Et tu il y a dis, une traction qui est forte en ce moment. ok, quand tu dis on, t'as vraiment ce sentiment également d'appartenance du coup au fait d'utiliser Rust et de pouvoir avoir des personnes qui Ouais, travaillent également avec il y a un l'outil. sentiment d'appartenance, en effet. Alors, quand je dis on, c'est avant tout les fondatrices qui ont Ouais, ces objectifs-là, mais aussi nous, en tant que coach, on a l'objectif de faire grandir nos équipes, à la fois en volume, en nombre de vendeuses ou de vendeurs, parce que je parle au féminin, mais on a aussi des mecs qui bossent bien avec sûr. nous, et aussi en volume de vente, les faire grandir elles, pour que justement, bah, celles qui veulent se faire un complément de revenu puissent rentabiliser le petit temps qu'elles passent sur l'activité, et celles qui veulent en faire un vrai revenu, les aider justement à augmenter ce revenu-là et aller chercher le plus possible. Ok, ça marche. Parce que est-ce que tu peux me donner un petit peu peut-être la clientèle cible vraiment qui utilise Rust? Est-ce que par exemple c'est une femme de 30 à 40 ans, une femme de 40 à 50 ans? Grosso modo, toi, en tout cas dans l'équipe que tu gères, quel est un peu le persona type, la clientèle type? Le personnatique de la vendeuse, ça va être plutôt une femme entre 25 et 45 ans.
Ouais, qui habitent plutôt en ville. Plus facile pour aller récupérer les vêtements de tes clientes que si tu dois te taper 1 heure ou 1 heure et demie de route à chaque fois, même bien s'il y sûr. en a. Moi, j'ai des filles dans mon équipe qui habitent à la campagne et qui se débrouillent très bien, c'est Ok, possible. Et ça va être beaucoup de personnes un peu en transition, en effet, soit vers l'achat-revente, soit qui sont au chômage actuellement, soit qui sont tombés un peu par hasard et qui se lancent là-dedans et voilà, et qui se disent bah, ça pourrait être une activité, c'est chouette. Soit des jeunes mamans qui veulent passer du temps avec leurs enfants bien sûr. aussi. Voilà, c'est le profil type. Après, on a aussi des super étudiantes qui font du bon travail. En fait, plutôt que d'aller bosser 15 heures chez McDo, elles font 15 heures de rush par semaine. On a aussi des personnes un peu plus âgées. On a des mecs. Alors, les hommes qui travaillent avec nous sont plutôt dans ce profil, en effet, de faire de l'achat-revente. Et pour eux, c'est un complément à l'achat-revente. Mais on a aussi quelques étudiants qui vont bosser avec nous. Ok, ça marche très bien. Et est-ce que tu pourrais me donner peut-être les deux, trois avantages et selon toi les deux, trois inconvénients de Rust par rapport par exemple à de l'achat-revente et ce qui pourrait être fait? Alors pour moi, les trois avantages de Russ, comme je le disais, c'est zéro investissement stock. Tu peux commencer. Alors il y a un pack d'entrée à la société qui est de 29 euros. Mais en gros, tu peux te lancer avec 29 euros. Tu peux te lancer et tu peux gagner enfin, sans limite en fait. Donc pas d'investissement en trésorerie et pas de stock dormant. Donc ça vraiment, c'est s'il y a un truc que tu vends pas, tu le rends et tout va bien. Ok, Deuxième avantage pour moi, c'est on est vraiment en équipe, on est hyper entouré. Et ça, quand tu as une vision un peu long terme, on sait tous que bah, quand tu es entrepreneur, quand tu es tout seul, la motivation, elle n'est pas toujours facile à les trouver tous les jours. Quand tu as des périodes un peu plus basses ou quand tu as je sais pas, quand t'envoies une super pièce qui arrive, le colis se perd, l'acheteur essaye de t'arnaquer en disant que c'était un colis vide, donc en fait il est défoncé. Bah, t'as à la fois du soutien moral et aussi financier. Dans ces cas-là, c'est Ruz qui prend en charge les acheteurs malhonnêtes, les soucis de colis définitivement perdus. Et qui assure cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. La troisième partie qui, pour moi, peut être intéressante pour ceux qui se lancent, c'est qu'on n'est pas immatriculé en auto-entreprise, en micro-entreprise, dès le ok, départ. Ça vient après, quand tu gagnes des grosses sommes, tu es obligé de passer sur de la micro-entreprise. Mais on a un statut VDI qui est vendeur à domicile indépendant, qui est beaucoup moins chargé. Donc vraiment, si tu gagnes pas plus de 600 euros par mois, tu payes quasiment pas de charge. ok. Vraiment, quasiment zéro. T'as les pourcentages du coup par rapport aux personnes qui ont le statut VDI? Sur un statut VDI, si tu fais moins, c'est grosso modo parce que les chiffres changent tout le temps et il y a des virgules et voilà. Si tu fais moins de 600 euros par trimestre, tu payes 10 euros de charge par trimestre. Donc vraiment, c'est rien du tout. C'est un montant fixe. Si tu fais moins de 1200 euros par trimestre, donc là ça fait 400 euros par mois, tu payes 19 euros de charge par trimestre. Ok, Et si tu fais moins de 1008 par trimestre, donc moins de 600 euros par mois, comme je disais, tu payes 59 euros de charge par trimestre. ok, ça marche. Et donc après du coup Donc, t'es déclaré quand t'es en micro-entreprise, t'es déclaré en prestataire de service, c'est ça? t'es déclaré en prestataire de service en micro-entreprise, mais tu ne déclares que tes bénéfices. Ok, mais Tu ne donc déclares pas tes ventes. oui, donc finalement toi tu déclares par exemple, tu prends 40% sur, enfin tu déclares du coup ce que tu as généré, pas du coup les ventes totales de Vinted. Oui, tout à fait, exactement. Ok, très bien. Pour terminer, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, toi, de ta vision par rapport à Rust, tes objectifs, et là, par exemple, enfin, comment tu te vois dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avec du coup tout cet environnement-là de l'achat-revente et de l'application que tu utilises? Ouais. Alors, ma vision de Rust, c'est que enfin, ça a des avantages et des inconvénients. Tu me demandais aussi les inconvénients, c'est que bah, forcément, tu perds une partie de ta liberté parce que ton activité, elle est structurée par cette entreprise. Donc, forcément, pour ceux qui, comme moi, ont déjà été entrepreneurs avant, tu as une partie de ta liberté qui n'est plus là. Mais c'est le deal. Tu as des marges qui sont moins importantes, mais je pense que l'un dans l'autre, mis tout bout à bout, j'ai essayé de faire les calculs. Je suis pas sûre que tu perdes grand-chose Ok, au final par rapport à de l'achat-revente classique. Euh, donc
voilà, c'est une entreprise qui surfe sur pas mal de choses, ce besoin de sororité déjà. Sur un marché, le marché de l'achat-revente, et de la seconde main en règle générale, il est en train d'exploser. Ça prend des parts de marché au neuf tous les ans et ça grandit énormément. Il y a beaucoup de place à prendre. Il y a beaucoup de choses à structurer. Moi, ce que j'aime, c'est aussi accompagner les personnes qui se lancent dans l'activité, les former. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, sur la formation Bien sûr. des personnes qui se lancent là-dedans. Il y a plein de gens avec énormément de bonne volonté qui ont fait quelques ventes sur Vinted, qui se disent oh là là, je peux en faire un complément de revenu, mais en fait, comme dans toute activité, tu as énormément de choses à apprendre derrière. Donc, moi, c'est cette partie-là qui me plaît vraiment, qui a une vraie plus-value, à mon sens. Tu as plein de choses à apprendre sur les marques. Si tu veux faire du luxe, il faut apprendre à l'authentifier. Si tu veux faire... d'ailleurs, pas que du luxe, parce qu'aujourd'hui, tu vois des faux Ralph Lauren, des trucs comme ça. C'est assez hallucinant. Il faut apprendre à authentifier, il faut apprendre à connaître le marché, il faut apprendre à connaître les tendances, il faut apprendre à connaître chaque plateforme sur lesquelles tu vends. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît, d'apporter de la plus-value là-dessus. Ça permet aussi d'accéder à des pièces qui sont un peu des pépites, et il y a 10-15 ans que tu voyais ça comme un sac à main de luxe, par exemple, je dis n'importe quoi, une doudoune Moncler, ce genre de choses, tu voyais ça comme un peu inaccessible, et en fait aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît, qui prend le temps de se former, c'est largement accessible. Tu peux même te payer les tiens en en revendant d'autres. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui, moi, me plaît beaucoup. C'est l'avantage des marchés qui sont en croissance. C'est cette dynamique où il y a plein de choses à inventer, il y a plein de choses à faire, et je trouve ça hyper stimulant. Ok, donc finalement, tu as parlé en partie de la partie financière, mais une grande partie également, toi, de ce qui te fait continuer à développer cette activité-là, à aller chercher toujours de pouvoir développer, d'accompagner, d'aider d'autres personnes, etc. C'est également, du coup, ce côté stimulant-là, de pouvoir avoir des pièces que tu n'aurais pas eu en temps normal, de pouvoir accéder à des produits un peu limités, en tout cas quand on n'est pas dans ce domaine-là, qui nous paraissent un petit peu illimités et qu'on ne pourrait pas avoir, et finalement, via cet intermédiaire et ce travail-là, de pouvoir y accéder de Ouais. manière beaucoup plus simple, quoi. Je pense qu'on est tous pareils. Quand tu te lances en indépendant, que ce soit entrepreneur, freelance aussi, tu le fais pour la liberté et pour le kiff aussi, parce que tu perds certaines choses que tu as dans le salariat. Le salariat t'apporte un cadre fixe et un salaire fixe. Je veux dire, je pourrais gagner la même chose dans le salariat. Mais en fait, ce que tu vas gagner, c'est vraiment justement ce truc en plus qui, à la fois sur le produit et sur l'activité, qui te permet d'aller plus loin et d'aller chercher des choses des sensations que tu n'as pas dans le salariat, où tu vas vraiment, en tant qu'indépendant, tu bosses pour toi, pour tes rêves, pour ta vision des choses, et pas pour celle de quelqu'un d'autre. Ok, donc comme tu le disais, tu as vraiment au début en tout cas ce sentiment-là de pouvoir avoir une certaine liberté, d'avoir ta propre activité et également avoir ce côté stimulant-là où au final tu as une activité qui te plaît et qui te permet en fait tous les jours au-delà de l'aspect Exactement. financier de pouvoir continuer à travailler dessus. Exactement, tout à fait. Ok, top. Tout à fait. Bah, écoute, je sais pas si tu as peut-être un dernier mot de trois choses pour terminer ce podcast-là, des points peut-être qu'on n'a pas encore abordés et que tu aimerais pouvoir évoquer. Non, je pense qu'on a fait le tour. J'ai regardé un peu de toute façon ton contenu, et je pense qu'on a des activités très similaires entre Russ et l'achat-revente. Voilà, c'est juste ce côté stock qui ne nous appartient pas et qui vient d'endroits différents, mais sinon le métier est le même. Il n'y a pas de différence fondamentale, à mon sens, entre ce qu'on fait. C'est juste des petites questions un petit peu techniques. C'est à chacun de se positionner sur ses préférences, en fait, ses préférences à lui, à elle, pour trouver l'activité qui nous plaît. Mais je pense en effet que quand on se lance en indépendant, que ce soit un complément de revenu ou un job à temps plein, il faut avant tout y prendre du plaisir. Sans Bien sûr. plaisir, t'as pas cette volonté d'aller chercher plus, d'aller vraiment créer cette liberté dont on parle tous et qu'on va tous chercher en se lançant de façon indépendante, et d'aller vraiment loin, d'avoir cette vision à long terme. Et que clairement, se lancer dans cette activité, que ce soit l'achat-revente ou Rust, si c'est pour se lancer pour 3 mois ou 6 mois, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Et comme tu le disais, là où l'achat-revente, par exemple, le plus important, ça va être la sélection des produits. Là, malgré tout, ça va être assez similaire, parallèle de votre côté. Ça va être de pouvoir choisir les personnes qui ont, eux, les bons produits. Donc finalement, il y a quand même à Exactement. côté ce Et de point toute similaire. façon, oui. De toute façon, ceux qui cartonnent, que ce soit chez Russ ou en achat-revente, ce sont ceux qui font les meilleures sélections.
il y a pas de secret. Tu peux y passer tout le temps que tu veux, faire des belles photos, poster des annonces. Si tu as des trucs que tout le monde a sur Vinted, qui n'ont rien de particulier, qui sont pas plus recherchés que ça, tu vas juste t'épuiser, quelle que soit la source du stock. Donc oui, pour nous aussi, le nerf de la guerre, c'est de trouver les bonnes fournisseurs. En fait, nous, ce qu'on appelle des clientes, c'est un abus de langage. En fait, ce sont des fournisseurs pour nous. Bien sûr, Ce finalement, sont du des coup, c'est des fournisseurs. personnes qui ont du stock chez eux et qui, au final, Exactement. ok, top. Exactement. Et donc, on va tout aller chercher, les filles qui sont des fans de sacs de luxe, qui dévalisent Cézanne régulièrement, qui ont des super pièces de streetwear ou qui ont du vintage. Moi, j'ai quelques clientes qui sont des femmes assez âgées, mais qui ont des pièces du vintage des années 2000, 90, 80, de grandes maisons de luxe qui sont incroyables. Bien sûr. Bah, ouais, dans tous les cas, effectivement, comme tu disais, au final, tu te retrouves avec des pièces non seulement qui marchent bien, tu prends du plaisir parce que du coup, c'est des pièces qu'en temps normal, tu n'aurais pas eu la possibilité peut-être de les Ouais. avoir. Et au final, ça combine pas mal de choses. Également, le fait de ne pas avoir de stock. Donc finalement, c'est peut-être enfin, un équivalent à l'achat-revente et peut-être intéressant pour les personnes qui ont très peu de budget et qui ne peuvent pas se permettre en tout cas Oui, de commencer l'achat-revente à l'instant T. Pourquoi tout pas à fait. commencer comme ça, avoir les compétences de pouvoir vendre les produits, faire de belles photos, bien choisir les produits et après, à terme, pourquoi pas faire de l'achat-revente. Faire les deux. Moi, il y a pas mal de personnes qui font les deux Ok. chez Russ, en fait. Ça te permet, si tu fais de l'achat-revente actuellement, que tu es sur des marques assez basiques, qui sont, je vais pas reciter celles dont vous parlez tous en achat-revente, mais voilà, tu fais du Ralph Lauren, du Lacoste, ce genre de trucs. Tu aimerais bien tester autre chose, mais en fait, bah, ça permet de tester sans avoir acheté le stock. Ça te permet de te planter. Et ça, c'est hyper important. Enfin, des fois, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez une cliente et de me dire, ah, trop bien cette marque, j'ai trop envie de tester, j'en ai jamais vendu. Et bah, parfois, ça marche super bien et parfois, ça fait un flop. Et en fait, tu te dis, bon, bah non, en fait, faut pas aller là-dessus. C'est une liberté et les deux ne sont absolument pas incompatibles. Et on a pas mal de personnes chez Russ qui se font un vrai salaire, un bon salaire en mixant les deux. Ok, très bien. Donc finalement, du coup, pourquoi pas utiliser les deux, en tout cas quand on est débutant, et pourquoi pas même à terme, pour au final garder cette partie-là où tu as la partie, les avantages, tu bénéficies des avantages de Rust, et également des avantages de faire de l'achat-revente pour soi-même. Exactement. Ouais, ouais, exactement. C'est pas du tout incompatible. Ok, Au top. contraire. Bah écoute, en tout cas, Émilie, je te remercie pour le podcast, c'était vraiment intéressant. Et puis, comme je te le disais, Ouais. t'as un profil qui est différent, atypique comparé à ce qu'on pourrait voir en tout cas sur le contenu YouTube. Du coup, ça va être également intéressant. Je pense que nous, en tout cas, de notre côté, on le voit. On a de plus en plus de femmes de 20, 30, 40, 50 ans qui regardent notre contenu. Donc, je pense également que ça peut être une belle porte d'entrée. D'autant plus que, comme tu le disais, il y a quand même une certaine communauté femmes sur l'application, quoi. Oui, tout à fait. Mais les hommes sont bienvenus Bien sans sûr. aucun problème aussi. Mais oui, oui, tout à fait. Ça rassure beaucoup de femmes, en effet, qui sont moins, souvent foncent moins de tête baissée et ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Top. Bah écoute, en tout cas, je te remercie, Émilie, pour ce podcast-là. N'hésitez pas à mettre également un maximum de likes, en commentaire, nous dire si vous souhaitez avoir d'autres invités particuliers par rapport à d'autres applications, etc. Et comme je le disais, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir t'avoir en podcast aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation.